Auf dieses Haus sind heute die Augen der Welt gerichtet. Hier im Nürnberger Justizpalast hebt sich der Vorhang über den Prozess, der einzig in der Geschichte des Rechts dasteht, einzig in seiner Bedeutung für die Menschheit. Das ist der historische Gerichtssaal. Une page importante de l'histoire va s'écrire dans ce tribunal, notamment sous la plume de chroniqueurs illustres venus du monde entier. Autoroute Munich-Nuremberg. Nous allons assister à l'audience d'ouverture du procès des criminels de guerre. Les peuples de cette planète auraient dû avoir cette idée il y a 1000 ans. Le monde se serait épargné tant de souffrances et de sang. Les hommes sont effrayants. Ils exécutent le kidam qui a tué sa belle-mère, mais érigent un monument au dictateur qui assassine des centaines de milliers de ses semblables. N'est-ce pas la même chose pourtant? Non, c'est 100 000 fois plus grave. En cet automne 1945, l'auteur de ces lignes traverse un pays sinistré. L'écrivain Erich Kästner, dont les nazis ont brûlé les livres en 1933, a subsisté en écrivant des scénarios sous pseudonyme pendant les années de dictature. L'espoir d'un nouveau départ transparaît dans ces mots. 23 hommes portant une lourde responsabilité dans la mort de millions de personnes seront mis en accusation demain. Mais ce sont aussi la guerre, les pogroms, les enlèvements, la torture et les meurtres de masse qui comparaîtront. Invisibles, mais écrasants, sur le banc des accusés. On veut obliger les responsables à rendre des comptes. Y parviendra-t-on? Nuremberg est un champ de ruines. William Shirer, journaliste pour une radio américaine, a connu la ville avant-guerre. Le joli centre médiéval est presque entièrement détruit. J'ai arpenté les décombres pendant des heures aujourd'hui, à la recherche de repères familiers. La vieille ville, celle d'Albrecht Dürer, de Hans Sachs et des maîtres chanteurs, a disparu à 99%. Mais le charme infini et l'âme authentique du vieux Nuremberg avaient déjà disparu lors de l'arrivée des nazis. Dans cette cité allemande à genoux, sommes-nous à la veille d'un événement historique? Le procès qui s'ouvre demain va-t-il établir de nouveaux principes pour l'humanité? 10 millions de Reichsmark sont débloqués pour remettre en service au plus vite le palais de justice touché par les bombardements. Währenddessen werden die letzten Vorbereitungen für die Verhandlung gegen die 23 Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg getroffen. So wird die Stadt der Parteitage zur Stadt der Vergeltung. Autrefois lieu symbolique pour les membres du parti nazi, Nuremberg est désormais une attraction pour les troupes d'occupation. Nuremberg était un bastion nazi. C'est dans cette ville qu'avaient lieu les conventions du parti. On pourrait donc penser que les Alliés ont organisé ce procès à Nuremberg pour faire un exemple. La vérité est sans doute plus prosaïque. Il y avait là un grand palais de justice qui n'était pas complètement détruit et une prison juste à côté. Ce sont plutôt des raisons pragmatiques qui ont présidé à ce choix. Le palais de justice de Nuremberg est cerné de plusieurs cordons de policiers militaires américains. Au pied des marches, 2 sentinelles montent la garde, baïonnettes au canon. Un laissez-passer spécial est nécessaire pour entrer. Les autocars et les voitures déversent des uniformes. Américains, Russes, Français, Anglais, Polonais, Canadiens, Norvégiens, Belges, Néerlandais, Danois. Journalistes de presse, photographes, correspondants radio. Chaque pays du monde semble avoir envoyé son reporter. L'un d'eux arrive de Suède, où il s'était réfugié en 1940. Le socialiste Willy Brandt, futur chancelier de RFA,
a quitté l'Allemagne en 1933. Il vient rendre compte du procès pour la presse scandinave. Je m'étais rendu dans la ville des maîtres chanteurs et des congrès du Parti national-socialiste. Comme les autres journalistes accrédités, j'étais hébergé dans le château construit par la dynastie Faber-Castell, les fabricants de crayons. Sous la plume des Anglais, il devint le Faber-Castell. On n'imagine pas des sacs de couchage et des lits de camp quand on parle de vie de château. En revanche, cela correspondait parfaitement à mon titre de correspondant de guerre. Les journalistes allemands accrédités au procès ont été triés sur le volet. On voulait des gens irréprochables, sans aucun lien avec le nazisme. Des résistants, des juifs, ou de jeunes reporters comme Markus Wolf, qui devait plus tard devenir le chef de l'espionnage en RDA, mais qui était alors un parfait inconnu. Il avait émigré à Moscou avec sa famille et il possédait un passeport russe, ce qui a été un gros avantage pour lui. So bin ich damals in Nürnberg hier in dem Faber-Castell angekommen und ich stellte fest, dass Deutsche keinen Zutritt hatten zu dieser Unterkunft, die für die Journalisten vorbereitet waren. Und ich habe dann kurzerhand entschlossen, mich als sowjetischer Staatsbürger ausgegeben, was ja auch stimmte, obwohl ich eigentlich legitimiert war als deutscher Korrespondent des Berliner Rundfunks. Sous les lambris se côtoient des chroniqueurs aux origines très diverses. Wir wurden also hier an einem dieser langen Tische hingewiesen und es sprach sich wahrscheinlich unter dem Personal rum, jetzt sind Russen da. Und als dann das Essen aufgetragen war, da hörte man also flüstern, die essen ja mit Messer und Gabel, also dass Russen, sagen wir mal, nicht den Löffel aus dem Stiefelschaft ziehen und nun schmatzend essen, so wie es in einigen Hollywood-Filmen ja auch dargestellt wurde, das erregte schon Aufsehen. Dans ce décor très germanique, se croisent des exilés de retour au pays, des résistants au régime nazi, des anciens combattants, des écrivains qui ont parcouru le monde, ou encore des survivants du génocide. Tous sont unis par leur quête de réponse. Ils viennent parfois de loin pour comprendre comment l'impensable a pu se produire, qui sont les responsables du désastre, et comment éviter que l'histoire se répète. Es waren ja Dutzende Korrespondenten aus Amerika, aus England, aus Frankreich, darunter auch einige, die einen Namen hatten. Na gut, mehr als kurzfristige Besucher war da Ernst Hemingway, den ich sehr verehrte. Ich hatte seine Bücher in russischer Übersetzung gelesen. Den traf man da abends an der Bar. Oder John Steinbeck, auch ein von mir sehr geschätzter amerikanischer Autor. Au bar, les conversations étaient souvent très intéressantes, mais souvent complètement idiotes aussi. Erika Mann m'agaçait un peu quand elle prétendait avoir complètement oublié son allemand. Ladies and gentlemen. La fille du prix Nobel de littérature Thomas Mann n'est pas la seule à porter un patronyme connu. Bon nombre des chroniqueurs sont des célébrités, ce qui fait du procès un véritable événement médiatique et du château réservé à la presse une sorte de foire aux vanités. Erich Kästner écoute les bruits de comptoir. L'américaine au visage allongé, c'est Erika Mann. Elle est ici pour l'Evening Standard, un journal londonien. Et le grand type là-bas, ouais, celui qui a les cheveux grisonnants, c'est John Dos Passos, le célèbre romancier. John Dos Passos était à l'époque l'un des écrivains américains les plus célèbres. Son roman Manhattan Transfer avait fait un tabac dans le monde entier et au sortir de la guerre, il sillonnait l'Europe pour le magazine Life. Il faut se replacer dans le contexte. L'Allemagne incarnait le mal absolu. C'est un peu comme si on envoyait aujourd'hui un écrivain célèbre en Corée du Nord. On voulait savoir qui étaient les Allemands, ce qui s'était passé là-bas et comment se présentait la situation. Dans l'extravagant château bâti par la famille Faber-Castell grâce aux bénéfices sur les crayons à papier,
je gravis l'escalier de marbre prétentieux, puis contemplai les mosaïques criardes, les chandeliers et les sculptures qui semblaient taillées dans du savon. Un service de transport conduit les correspondants de ce décor d'opérette à l'âpre réalité du procès. Dies sind die Männer, die in Nürnberg über Göring, Hess und die anderen Machthaber des Dritten Reiches zu Gericht sitzen werden. Vor ihnen werden sich am 20. November die 24 Hauptangeklagten gegen die schwerste Beschuldigung zu verantworten haben, die je von Menschen gegen Menschen erhoben worden ist. Évidemment, c'était une innovation extraordinaire, parce que jamais avant on avait jugé des hauts dirigeants, militaires ou civils, pour des crimes de guerre ou le fait de déclarer la guerre, etc., ou crimes contre l'humanité. Et puis le fait d'avoir un tribunal international, c'était également tout neuf, avec les 4 pays qui ont créé ce tribunal. Die Richter der Vereinigten Staaten, Englands, Frankreichs und der Sowjetunion nehmen ihre Plätze ein. Yves Beigbeder, jeune étudiant en droit, fait partie de la délégation française où il assiste son oncle, le juge Henri Donnedieu de Vabre. Des débuts professionnels atypiques. J'avais 22 ans et quand je suis arrivé à Nuremberg, tout le cérémonial imposant du procès, c'était frappant naturellement, c'était passionnant. Quand on quitte le jour gris et l'air râpeux du dehors, la salle d'audience paraît chaleureuse, luxueuse et nimbée d'une lumière blanche satinée. C'est dans ces termes que John Dos Passos rend compte de l'ouverture du procès le 20 novembre 1945 pour le magazine Life. Les prévenus sont assis sur 2 rangées, devant de jeunes gardes américains au garde à vous et en casque blanc, qui arborent la même expression sérieuse que sur la photo de groupe d'une équipe de basket universitaire. Devant eux, recroquevillés et comme avilis par la défaite, tous ces hommes qui des années durant ont fait la une de la presse internationale. Ils arborent une expression d'espoir désinvolte, comme s'ils étaient les spectateurs de la pièce et non ses protagonistes. Göring se plaît à jouer les maîtres de cérémonie. Il paraît tout à la fois roublard, excentrique, extraverti, imbu de lui-même, mais perspicace. Son visage est celui d'un comédien. Göring avait toujours le bras sur son dossier et saluait tous ceux qui entraient. Elly Kupfer, secrétaire pour la Défense, découvre l'ancien numéro 2 du régime nazi sous un jour nouveau. En arrivant, il regardait autour de lui et souriait. Il se prenait toujours pour une star. Il avait perdu beaucoup de poids et flottait dans son uniforme, mais il était d'excellente humeur. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était incroyablement imbu de lui-même. Il pensait être le plus grand, le meilleur, le plus important. Il estimait avoir toujours raison et ne tolérait aucune contradiction. George Sackheim, issu d'une famille juive qui a fui Hambourg en 1935, est interprète pour l'accusation américaine. J'avais une vingtaine d'années et je voulais voir à quoi ressemblaient ces dirigeants nazis. Je me demandais qui étaient les gens qui avaient commis de telles horreurs. Göring essayait de maintenir la cohésion dans le groupe des accusés. Il donnait des consignes. Ne dénigrez pas le Führer. Pour la première fois dans l'histoire de la justice, une vingtaine de hauts fonctionnaires sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. L'accusation voulait montrer que des membres de différentes sphères de l'État allemand, y compris du secteur économique ou culturel, avaient trempé dans ces crimes. Et elle a choisi les personnalités les plus en vue dans chaque domaine. Comme Hermann Göring, ancien Reichsmarschall qui représentait l'armée et le ministère de l'Intérieur. Ou Wilhelm Keitel, un des chefs d'état-major.
ou Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, également inculpé. Mais il y avait aussi Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank, qui incarnait plutôt le monde économique. Différents domaines de la société étaient donc représentés. Ce n'est pas rien de les voir sur le banc des accusés, assis côte à côte, comme de pauvres pêcheurs. Ils comptaient parmi les hommes les plus puissants du pays. Leur nom était craint de tous et résonnait comme un sinistre glas. Mais la roue du destin a tourné et ils sont maintenant à terre. C'est la haine antisémite qui a poussé Alfred Döblin, comme tant d'autres, à fuir l'Allemagne dans les années 1930. L'auteur du roman Berlin Alexanderplatz place beaucoup d'espoir dans ce procès. Nous avons le sentiment d'être bien plus que de simples spectateurs. Nous nous sentons concernés et nous en débattons entre nous. Le rideau s'est levé sur un acte décisif de l'histoire de l'humanité. L'utopie est devenue réalité. That four great nations stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. Hereby accused as guilty in the respects hereinafter. Jamais on n'a inculpé quelqu'un pour crime contre la paix ou pour crime contre l'humanité. C'est aussi un procès à valeur pédagogique, peut-être le premier de l'histoire. On a là 4 grandes puissances qui mettent tout en œuvre pour organiser un procès afin que leur peuple et celui du pays vaincu comprennent les atrocités qui se sont produites. Dès l'ouverture du procès, le procureur Robert Jackson adresse un message clair aux Allemands. We would also make clear that we have no purpose to incriminate the whole German people. Under the Führer principle, Robert Jackson a déclaré qu'il ne fallait pas faire porter au peuple tout entier la responsabilité des crimes monstrueux du nazisme. À ces mots, les opposants au régime ont respiré et paru soudain libérés du découragement et du désarroi qui les accablait. Une étincelle de joie de vivre, une lueur de courage a illuminé leur regard terne. Peut-être l'Allemagne trouvera-t-elle la voie pour sortir du chaos et gagner la lumière. Après 1945, l'une des stratégies préférées de la population allemande consistait à dire « Vous allez voir, ils vont nous condamner en bloc ». En réalité, personne ne l'a fait et aucune source n'indique qu'il en ait été question. Pourtant, on entendait ça à l'époque. Ce serait injuste, on n'est tout de même pas coupable collectivement. Victoria Ocampo, écrivaine et éditrice argentine, décrit les stigmates de la guerre à Nuremberg. Il me vint l'idée d'aller flâner dans les rues. Des passants pauvrement vêtus et des enfants pieds nus, couverts de poussière, me lançaient des regards éloquents. Je sentais à chaque pas une telle déferlante d'hostilité et de curiosité malveillante que je finis par faire demi-tour. J'ai compris à Nuremberg ce que signifie de vivre dans un pays où le désir de vengeance est bien vivace. Seuls les vainqueurs peuvent contempler les ruines avec fierté. Pour les vaincus, elles sont synonymes d'humiliation. Nuremberg est sans doute la seule ville au monde, note un journaliste américain, où l'homme de la rue parle aussi peu du procès. Oui, tout le monde en avait entendu parler. Mais je crois que la population avait bien d'autres soucis. Les gens étaient occupés à reconstruire leurs maisons bombardées et à se procurer de la nourriture. Tous les Allemands à qui nous parlions nous rappelaient que Nuremberg avait été détruite. Ils se voyaient comme des victimes. Et je n'ai pas souvenir qu'ils aient exprimé des regrets, de la tristesse ou de la culpabilité. En tout cas, je n'ai rencontré personne qui tenait ce discours. Pas à l'époque.
Plus personne ne se disait national-socialiste, ne se revendiquait de cette idéologie. Il n'y avait plus de membres du parti. Et les SS faisaient effacer leurs tatouages en les brûlant. Chacun essayait de sauver sa peau. La journaliste américaine Nora Waln, qui a passé 4 ans dans l'Allemagne nazie, a le sentiment d'arriver dans un pays qui lui est totalement étranger. Sur le chemin du tribunal, nous croisons des Allemands qui s'efforcent de reconstruire leurs maisons et leurs commerces, mais aussi des ménagères qui font la queue patiemment pendant des heures pour obtenir de la nourriture. Nous avons du mal à comprendre les Allemands. Je demande à la femme de chambre, « Pourquoi ne pas avoir réagi ?»« On ne pouvait pas » me répond-elle. On était pris dans un cercle vicieux. Alors on criait avec la foule, on applaudissait et on obéissait. C'était trop dangereux de ne pas suivre le mouvement. Le camp des vainqueurs a expliqué aux Allemands leurs dysfonctionnements et leurs erreurs passées. C'était une façon de retourner le couteau dans la plaie. Les gens ne voulaient pas savoir en détail ce qui s'était produit. Ça aurait été trop désagréable à entendre. Ils auraient dû ouvrir les yeux sur ces problèmes que la justice était précisément chargée de régler. À l'audience proprement dite, même les opposants au régime nazi n'ont pas leur place, comme le regrette Willy Brandt. Dès le début, je me suis étonné, et je n'étais pas le seul. On n'avait donc trouvé aucun moyen pour permettre aux antinazis allemands de se constituer partie civile. Les victimes allemandes du nazisme n'avaient-elles pas le droit de demander des comptes à leurs tortionnaires? Ich hatte ja das Gefühl, eigentlich hätte jemand für das andere Deutschland mit am Tisch sitzen müssen. Das ging nicht aus vielerlei Gründen, auch aufgrund der Vorstellungen, die die Alliierten oder die 4 Mächte waren es ja, hatten von dem, was mit Deutschland geschehen sollte. Aux yeux de certains observateurs et de nombreux Allemands, le tribunal représente aussi la justice des vainqueurs. Mais Peter de Mendelssohn, né en Allemagne et désormais titulaire d'un passeport britannique, répond « Les accusés contestent la compétence du tribunal et affirment n'être responsables de leurs actes que devant leur peuple. Des millions de Russes ont été assassinés. Des dizaines de milliers de Français sont morts de faim. Des centaines de villages grecs, yougoslaves et polonais ont été incendiés. Et tout cela ne concernerait pas le reste du monde ? Il faut être allemand pour croire sérieusement une chose pareille. » L'un des accusés, Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, a encouragé l'extermination des Juifs sur son territoire. Un film amateur en témoigne, préservé in extremis de la destruction, comme le relate la journaliste américaine Janet Flanner. Le reste de la pellicule à demi carbonisée, projetée au ralenti, montrait néanmoins clairement des femmes et des hommes juifs nus, marchant avec une dignité terrifiante malgré les coups de poing et de pied de soldats allemands hilars. Pour les observateurs du procès, ces images remettent l'accent sur le génocide, perdu dans la masse des crimes retenus par l'acte d'accusation. Attardons-nous d'abord sur la partie accusatrice. On n'a pas pu la faire venir, car il ne s'agit pas d'un individu unique. Dans ce procès, les procureurs invisibles se comptent par millions. Ils reposent dans leur tombe. Les souffrances qu'ils ont vécues ne se sont pas tues après leur mort, mais ont convoqué la justice à Nuremberg. En complément des nombreux documents présentés, des témoins survivants donnent pour la première fois publiquement une idée de la vie quotidienne dans les camps d'extermination. Un éclairage nouveau pour le jeune reporter Markus Wolf. Malgré son apparence juvénile,
Son visage et sa contenance racontent les épreuves qu'elle a subies de façon plus éloquente que les mots. Nous voyons donc les wagons déplombés. À la barre, elle décline son identité. Marie-Claude Vaillant-Couturier. Et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Ihr Auftreten war schon einer der mich auch persönlich sehr bewegenden Momente während des Prozesses, und bei ihr spürte man also die innere Kraft, die sie noch bewahrt hatte. Und ich erinnere mich an einen Blick, den sie auf die Anklagebank warf. Tous les matins, je me pinçais en entrant dans la salle d'audience pour m'assurer que je n'étais pas en plein cauchemar. Ernest Michel, reporter pour l'agence de presse américaine Dana, est le seul journaliste présent à avoir connu Auschwitz. Pour lui, comme pour beaucoup de ses confrères juifs, le procès de Nuremberg n'est pas une actualité parmi d'autres. Je fixais les prévenus, incapables d'en détourner les yeux. C'étaient donc là les hommes qui avaient voulu éliminer les Juifs d'Europe. Par moments, j'avais envie de bondir hors de la tribune de presse pour les prendre au collet et leur hurler « Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi avez-vous tué mon ami Walter ? Pourquoi avez-vous pendu Léo, Yannick et Chaim ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Ernst Michel signait ses articles comme suit. Survivant d'Auschwitz, matricule temps. Ce numéro était tatoué sur son bras. Il était là avec son matricule dans la salle 600 à écouter parler d'Auschwitz. On n'ose même pas imaginer ce qu'il pouvait ressentir. Devant moi se trouve un livre d'images. Ces images se passent de commentaires. Elles relatent la vie, ou plutôt la mort, des prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz. C'est un livre d'un poids modeste, mais il renferme l'histoire de millions de mes codétenus. Et aujourd'hui, au procès de Nuremberg, où les coupables se voient présenter la note, il pèse lourd. Très lourd. À un moment donné, tout cela m'a découragé. Et je me suis dit, oui, ce procès va avoir lieu, et ils vont expliquer pourquoi ils ont agi comme ça. Mais ça ne ramènera pas tous ces millions de morts. Prosecution for the United States will at this time present to the tribunal, with its permission, a documentary film on concentration camps. If the tribunal please, we shall proceed with the projection of the film. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers and the stench is overpowering. George Sackheim a vu de ses propres yeux ces scènes quand il était dans l'armée américaine. Lorsque mon unité a libéré le camp de Nordhausen et que j'ai découvert ce que l'homme était capable de faire à ses semblables, je me suis demandé, où est Dieu dans tout ça? Comment peut-il laisser de telles choses se produire, permettre de telles horreurs? C'était atroce. Selon moi, personne ne devrait être dispensé de voir ces films. Tant pis s'ils empêchent de dormir ceux qui les voient. Nul n'a le droit de fuir la réalité ou de décréter « n'y pensons plus ». Il ne doit pas être permis aux Allemands de considérer tout ce qui est arrivé comme une sorte de catastrophe naturelle. Que voulons-nous dire quand nous qualifions ces événements de barbares, sadiques, sans équivalent dans l'histoire? Le plus souvent, les gens sont à même d'appréhender la perte d'un être cher. Ils peuvent comprendre la mort de 10 personnes, peut-être de 100 personnes, mais des millions. Oui,
des millions. Les accusés eux-mêmes étaient choqués. On l'a vu sur leur visage, la façon de réagir, qu'ils comprenaient qu'il y avait des choses horribles qui s'étaient passées. Ils devaient le savoir, mais là c'était graphique, c'était objectif, c'était des choses qui s'étaient passées. Bon, ils continuaient à nier, j'étais pas au courant, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Hitler, etc. Mais c'était quelque chose de tellement visible et de tellement horrible que ça ne pouvait pas laisser personne indifférent. On ralluma les lumières, il régnait un silence pesant, seulement entrecoupé de respirations lourdes. L'Allemand Karl Anders relate la scène. Sans dire mot, les yeux rougis, chacun fixait les accusés qui étaient assis tête baissée. Cette contrition mi-sincère, mi-feinte s'efface rapidement, comme le rapporte Eric Hamann. Après la projection à l'audience du documentaire le plus cru et le plus complet qui soit sur les atrocités commises par les Allemands, on apprend aujourd'hui que les accusés n'étaient que des suiveurs insignifiants. Comme tous leurs compatriotes, ils n'ont rien fait, rien vu, et d'ailleurs ils n'étaient au courant de rien. Ils sont tous prêts à s'offusquer, à dire « c'est horrible ». Et ils prétendent que les vrais coupables ne sont pas dans la salle. Hitler, Bormann, Himmler, Heydrich. Les disparus, les morts, les absents. Ils n'ont rien assumé. Quand l'accusation leur posait des questions, ils disaient systématiquement qu'ils ne savaient rien, que ça ne s'était pas passé comme ça, que ce n'était pas de leur compétence. Ils rejetaient la faute sur les autres. Aucun n'a jamais dit « voilà ce qui s'est passé et voilà ce qu'on a fait ». L'ancien ministre de l'Armement est appelé à la barre. Albert Speer a toujours réussi à donner l'impression qu'il culpabilisait énormément d'avoir été aussi fasciné par Hitler. Dans le même temps, il affirmait bien sûr qu'il n'avait rien à voir avec les horribles crimes du nazisme et la Shoah. Or, on sait aujourd'hui qu'il a trempé dans des crimes atroces, à chaque étape de la Shoah ou presque. Il a réussi l'exploit de faire croire qu'il avait les mains propres. Il répétait sans cesse qu'il s'en voulait d'être tombé dans le panneau, d'avoir suivi Hitler et de s'être rendu compte si tardivement que c'était un horrible personnage. Les hommes de Nuremberg, remarque Erich Kästner, qui ont été capables de fermer les yeux sur le destin tragique de millions de victimes, font preuve d'une compréhension et d'une compassion nettement plus grande à l'égard de leur propre personne. Le procès libère la parole. La propagande nazie et les crimes qu'elle a couverts se trouvent démystifiés aux yeux du monde entier, notamment grâce au travail des correspondants de presse. Un tabou demeure cependant. Les forfaits commis par les puissances victorieuses, notamment l'Union soviétique. L'écrivain juif Ilya Ehrenburg est le représentant le plus illustre de l'URSS au procès. La tâche était aisée pour les juges. Les crimes étaient caractérisés. Mais nous, écrivains, nous cherchions à comprendre autre chose. Comment ces hommes étaient-ils devenus des meurtriers, capables des pires exactions? Et comment d'autres hommes avaient-ils pu exécuter leurs ordres sans jamais les contester? C'est cela que nous voulions cerner. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Karl Anders, militant socialiste berlinois, envoyé à Nuremberg par la BBC, est surpris en découvrant la personnalité de certains acteurs du procès. Dans le couloir, à l'extérieur de la salle d'audience, un étroit escalier de pierre conduit à la galerie du public. Un jour, j'entrai en collision avec un homme qui avait brusquement surgi face à moi. Il était petit, devait avoir la quarantaine, portait un costume bleu et me parut être l'un des nombreux employés du palais de justice. Une demi-heure plus tard,
je revis l'homme au complet bleu, cette fois à la barre des témoins. Il déclina son identité, Rudolf Höss, ancien commandant du camp d'Auschwitz. Il est effroyable de songer qu'un homme capable d'assassiner des millions de personnes peut avoir l'apparence d'un brave petit employé zélé. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il avait une telle foi dans le Führer et dans Himmler qu'il faisait tout ce qu'il lui ordonnait. Himmler sagte mir, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. La principale stratégie de la défense consistait à dire « les ordres sont les ordres ». En Allemagne, on apprend à obéir dès l'enfance. Haben Sie selbst jemals angesichts Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl, bei all diesen Zweifeln war immer wieder einzig ausschlaggebend der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler. J'obéissais aux ordres du Führer et j'agissais par amour pour l'Allemagne. On entendait souvent ces mots à Nuremberg dans la bouche des généraux ou des commandants de camps de concentration. Détachés de toute responsabilité personnelle, le patriotisme et l'obéissance devenaient des prétextes, des anesthésiants permettant d'endormir la mauvaise conscience. Qui sont les hommes capables d'actes aussi graves? Pendant des semaines, des mois, des années. Rudolf Höss n'avait rien d'un mercenaire. Il croyait sincèrement en ce qu'il faisait. Après son témoignage à Nuremberg, Rudolf Höss sera jugé en Pologne et condamné à mort. Rudolf Höss savait très bien ce qu'il faisait. Et tous ces hommes sur le banc des accusés avaient eux aussi agi en leur âme et conscience, avec conviction. Les historiens étudient la question depuis plusieurs années. On sait aujourd'hui que l'idéologie nazie a joué un rôle crucial dans les actions de ces hommes, qu'ils ont commis leurs crimes en étant persuadés de leur bien fondé. C'est pourquoi il a été très difficile de les amener à exprimer quelque chose qui s'apparente à des remords. Quand vient le soir, chroniqueurs et participants au procès quittent avec soulagement l'environnement pesant du palais de justice. Elsa Triolet, la compagne de Louis Aragon, relate. Après le boulot, cars et voitures ramènent tout le personnel du procès à ses habitations. On dînera, puis les salles de danse se rempliront. On dansera au Château des Crayons. Zweimal habe ich hier Festivitäten erlebt. Einmal als der britische Chefankläger Sir David Maxwell Fyfe, ich glaube, dass er 50 wurde. Und da hat sich hier nach schottischem Zeremoniell eine Feier abgespielt mit Dudelsack und mit dem Plum-Pudding. Und Silvester 45, 46. Das war ziemlich munter geworden, bis dann dieser Kronleuchter hier geschaukelt wurde und mir eine Kristallkugel mitten auf die Stirn fiel. Les plus privilégiés sont hébergés au Grand Hôtel, relativement épargnés par les bombardements. Dans le hall du Grand Hôtel se pressent des journalistes étrangers, des experts judiciaires et des militaires. Il y avait des officiers américains, mais aussi des civils, comme mon mari, un Belge qui travaillait pour le service de traduction-interprétation de la Défense.
Je n'avais pas le droit de mettre les pieds au Grand Hôtel parce que j'étais allemande. Je n'y suis allée qu'une fois avec mon mari pour danser. C'était très sympathique, mais je me faisais toute petite pour ne pas me faire remarquer. J'avais peur qu'on repère que j'étais une Fräulein. Le Marble Room du Grand Hôtel est plein jusqu'au bord, tous les soirs. Femmes et hommes en uniforme et en civil. On y voit danser les juristes, les dactylos, les interprètes, la presse, l'accusation. Et ceci n'est pas une légende, on y voit danser les juges. Le juge Lawrence aimait bien les jolies filles et il dansait avec sa secrétaire ou d'autres. Pourquoi pas, j'ai dansé le soir au Grand Hôtel. Donc je devais avoir quelques partenaires de danse. Donc on n'était pas en train de pleurer ou de parler de drame ou de génocide le soir. Le soir, c'était détente, c'était de passer à autre chose et de changer un peu d'idée. La guerre et la dictature n'ont épargné personne. Le besoin de justice est immense. Jedes Mal, wenn ich dort war, spielte die Kapelle die Capri-Fische. Und sehr dürftig bekleidete, sehr magere deutsche Tänzerinnen tanzten also zur Musik der Capri-Fische, aber da gab es also keinerlei Erotik oder erotische Gefühle dabei. Man hätte eigentlich das Bedürfnis gehabt, denen einen Mantel zu geben, damit die nicht frieren. C'était la rencontre de deux mondes. D'un côté, la ville détruite, les femmes errant dans les ruines, les gens pauvrement vêtus, affamés, qui cherchaient à manger. Et de l'autre, cette atmosphère cosmopolite au palais de justice. Après 218 jours d'audience, 240 témoins auditionnés et plus de 5000 documents présentés, les accusés ont la parole pour une dernière déclaration. Hermann Göring ne s'en prive pas. Dass ich diese furchtbaren Massenmorde auf das Schärfste verurteile und mir jedes Verständnis hierfür fehlt, stelle ich ausdrücklich fest. Il n'a jamais montré le moindre signe de culpabilité ou de responsabilité. Il avait mis en œuvre l'extermination des Juifs, mais il ne se sentait pas coupable. Même après toutes ces preuves, après ces films, il estimait n'avoir rien à se reprocher. C'est un moment crucial aux yeux du chroniqueur Gregor von Retzory, envoyé par la radio publique Nordwestdeutscher Rundfunk. Pendant 9 mois, à Nuremberg, nous avons désespérément attendu qu'un de ces hommes assis sur le banc des accusés quitte son masque de Quidam. Mais c'était peine perdue. Il est impossible de cerner le mal. Ils incarnent une moyenne représentative. Leur caractère démoniaque réside dans leur totale absence d'imagination. Leur perversité dans leur application à la lettre des règles et des directives. Ils sont restés d'une fidélité sans faille à leur fureur, pour le meilleur et pour le pire, à travers nuit et brouillard. Voilà tout. J'ai beaucoup appris à Nuremberg. J'ai découvert le pire de l'humain. Peu importe que ces gens aient agi pour l'argent, pour le pouvoir ou par nationalisme, parce qu'ils aimaient leur pays ou parce qu'ils voulaient réparer les injustices de la Première Guerre mondiale. Mais qu'ils aient suivi la doctrine écœurante de cet homme, qu'il les laissait faire et cautionner, ça je ne pouvais pas le comprendre. La prison où les accusés attendent le verdict se trouve derrière le palais de justice. Ernest Michel, le survivant d'Auschwitz, se risque à l'intérieur. Un après-midi,
l'un des avocats de la défense me conduisit à la modeste cellule dans laquelle était détenu Hermann Göring. Celui-ci me regarda et fit mine de me tendre la main. Je restai complètement pétrifié. Comment pouvais-je ne serait-ce que me tenir dans la même pièce que ce monstre et envisager de lui parler froidement, rationnellement? Fallait-il crier? Lui dire qu'il était responsable des 6 ans que j'avais passés dans les camps? Lui demander des comptes pour mon enfance sacrifiée? Pour la mort de mes parents? Je ne fis rien de tout cela. Cédant à une impulsion, je me ruai sur la porte et demandai aux policiers militaires de me laisser sortir. Je ne supportais plus d'être là. Il fallait que je m'en aille. Das Gebiet um den Justizpalast ist für jeden Verkehr gesperrt. Jeder zur Schlussverhandlung Zugelassene muss eine vielfache Kontrollsperre passieren. Punkt 10 Uhr morgens betreten die Richter den Sitzungssaal. Der erste Teil der Urteilsverkündung beginnt. Und dann war ja ganz am Schluss, also am 1. Oktober, der Urteilsspruch für die einzelnen Angeklagten, das Strafmaß. Und ich musste ja, während die Urteilsbegründung verlesen wurde, mich ja dann auf meinen Schlusskommentar vorbereiten. Das Weltgericht hat sein Urteil gefällt. 12 Todesurteile, 7 Gefängnisstrafen und 3 Freisprechungen. La peine de mort est prononcée pour des personnalités clés comme Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, von Ribbentrop, des affaires étrangères, ou encore Göring, qui se suicide avant son exécution. Chaque fois qu'ils annonçaient « un tel condamné à mort, un tel condamné à mort », je me sentais soulagé. J'étais content qu'ils ne s'en tirent pas comme ça, avec cette défense qui se limitait à dire qu'ils obéissaient aux ordres. Certains hauts fonctionnaires comme le ministre de l'armement Speer, le successeur de Hitler Dönitz ou le chef des jeunesses hitlériennes von Schirach écopent d'une peine de prison. Le prédécesseur de Hitler von Papen, le président de la Reichsbank Schacht, ainsi que Fritzsche, responsable de la propagande, sont acquittés. C'est sans doute une bonne chose qu'il y ait eu des acquittements, même si les verdicts ont peut-être été trop cléments. Ça a prouvé en tout cas que tout n'était pas joué d'avance, ce qui est la condition d'un procès juste. Wer kann es heute noch wagen, über einen Menschen, einer anderen Nation oder Hautfarbe verächtlich zu sprechen, nachdem er gesehen hat, dass solche Gedankengänge zu der Ermordung von Millionen Menschen geführt haben? Wer kann sich noch einmal bereit finden, seine Freiheit aufzugeben und blind, ohne Überlegung, Befehlen irgendwelchen Abenteurer zu folgen? Markus Wolf est une figure très controversée de l'après-guerre. Il est devenu le tristement célèbre chef espion de la RDA. Et il donnera plus tard du fil à retordre à un autre chroniqueur du procès de Nuremberg. Ironie de l'histoire, c'est indirectement à cause de Markus Wolf que Willy Brandt a donné sa démission de la chancellerie. En effet, c'est un espion de Wolf, Günther Guillaume, qui est la cause de son départ. C'est ainsi que 2 itinéraires se croisent à nouveau, près de 30 ans après Nuremberg et ses belles déclarations de principe. Wer kann sich nach diesem Prozess noch dafür hergeben, die Freiheit anderer Menschen und anderer Völker zu rauben? Wenn unser Volk aus dem Prozess diese Schlussfolgerungen zieht, dann kann das heute verkündete Urteil auch als Anfang in die Geschichte eines neu zu schaffenden, freiheitlichen und friedliebenden Deutschland eingehen. Nuremberg était extrêmement important comme précédent. Maintenant, est-ce que ça a affecté le monde en général?
Je ne suis pas très sûr. C'est évident que la violence et la politique et les relations de puissance dominent. Ça va être très lent. Le procès du siècle prend fin avec l'énoncé des condamnations. Il a réaffirmé la prééminence du droit sur l'arbitraire et servira désormais de mise en garde aux va-t-en-guerre et aux criminels d'État. Je crois que ce procès a eu une très grande importance car il a posé les bases du droit international moderne. Pour la première fois, on a demandé des comptes à ceux qui avaient déclenché une guerre d'agression et commis des crimes de guerre. Je crois que c'était une démarche positive et courageuse qui a eu des effets durables. Le tribunal ferme ses portes. Les représentants de la presse internationale quittent Nuremberg, avec, pour certains, une confiance renforcée en l'avenir, comme l'exprime Erich Kästner. Une nouvelle jurisprudence, un tournant pour l'étude de l'histoire et une méthode pour identifier les futurs conflits et les éviter. On attend décidément beaucoup de Nuremberg. Il ne suffit pas que la réussite soit au rendez-vous cette fois-ci. Elle doit se pérenniser. Alors peut-être les guerres seront éradiquées comme la peste et le choléra. Les survivants ont un tel désir de paix qu'il y a de quoi donner des ailes au plus frêle désespoir.